Merci pour votre présence, merci pour cette convergence ici à Brest. C'est un plaisir d'être parmi vous pour ce moment de mise en perspective et d'ouverture qui va nous éclairer sur le plastique dans tous ses états et sur le mot d'ordre du jour, changement de cap. Et merci Monsieur le maire, à son équipe, aux organisateurs, Véronique Rabuteau notamment, François Roche ici présent, pour cet accueil à Brest et puis pour surtout cette volonté de porter ce grand sujet qui nous réunit ici dans le débat public aujourd'hui en France par une série de réflexions utiles et concrètes autour de ces rencontres que vous ferez tout au long de la journée et demain pour contribuer à changer de cap quant aux nuisances qu'on connaît, environnementales, sanitaires, liées au plastique. Et pour nous en parler, nous avons pour cette plénière d'ouverture le plaisir et la chance d'avoir des intervenants de haute qualité que je vais présenter très rapidement, qui vont nous permettre de mieux saisir les enjeux actuels et aussi et surtout peut-être les évolutions à venir, proches, en France et dans le monde sur cette question. Donc Éric Orsena, on l'attend d'une minute à l'autre. Merci aussi à Tristan Attin, responsable médiation et culture scientifique d'Océanopolis. La plupart d'entre vous connaissent cette grande référence en matière à la fois scientifique, culturelle et océanographique qui a été instituée ici à Brest. Christophe de Boissoudi, merci de votre présence. Vous êtes le président du club Bioplastique, directeur général de Novamont France. C'est une entreprise pionnière en fait de cette question des productions de plastique biosourcés et biodégradables. Nous allons en parler pour évoquer les apports encore de la science et aussi pour mieux évaluer à la fois la nature, l'ampleur, les effets des pollutions plastiques comme des progrès réalisés pour les réduire. Arnaud Huvet, bonjour, merci. Vous êtes le responsable du groupe de recherche polymères et océans. Je crois qu'il y a 250 chercheurs au total. C'est quand même impressionnant dans de nombreuses disciplines différentes. Vous êtes chargé de recherche à l'Institut Ifremer, qui a son siège ici à Brest. Et depuis Lisbonne, si tout va bien depuis Lisbonne techniquement, où se tient, comme vous le savez sans doute, un sommet mondial sur les océans, nous devons avoir notamment le responsable d'une belle ONG qui s'appelle Plastic Odyssée, le navigateur Simon Bernard. Je ne sais pas s'il est déjà visible ou pas, mais j'ai l'impression que oui, qui est natif du Havre, d'après ce que je sais, mais qui a passé son enfance pas loin d'ici, à Concarneau, et qui nous parlera de son action très forte en matière de prévention, de pédagogie, qui seront toujours bonnes à mieux connaître et à relayer. Voilà, et merci donc tout de suite à Tristan Attin, en attendant notre académicien préféré, Tristan Attin, donc, qui va, de sa culture scientifique, nous faire une démonstration dite de la goutte d'eau. Quid, cher ami, cher Tristan, de cette démonstration? Vous allez nous la faire et puis nous réagirons après, chacun d'entre nous, à notre manière. Merci beaucoup, Tristan. C'est parti. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Tristan Attin, je suis responsable médiation et culture scientifique à Océanopolis. Et en tant que Centre national de culture scientifique et technique dédié à l'océan, nous accueillons un public nombreux tout au long de l'année, du grand public, des scolaires aussi. Et notre mission, c'est de partager des savoirs, transmettre des émotions pour changer le regard sur l'océan. Et pour cela, nous avons plusieurs dispositifs de médiation pour faire découvrir au public cette biodiversité insoupçonnée et le lien qui nous lie directement à l'océan. Et pour cela, il y a justement une fameuse expérience que nous aimons réaliser, c'est cette expérience de la goutte d'eau. En effet, chaque jour à Océanopolis, depuis plus de 30 ans, les équipes réalisent des traits de plancton, des prélèvements. Alors ces prélèvements vont servir au service aquariologie, mais aussi à faire de la sensibilisation, à faire de l'éducation. En effet, muni de ce filet qui va être traîné le long des pontons juste devant Océanopolis,
les médiateurs scientifiques vont concentrer les particules plus ou moins solides présentes dans l'océan. Et ensuite, ce contenu va être étudié, va être regardé au microscope. Cela va permettre de voir l'évolution de cette diversité que l'on va retrouver, cette biodiversité invisible qui est pourtant bien présente dans la rade de Brest et dans l'océan en général. Alors justement, j'ai pris un microscope avec moi aujourd'hui. Je suis allé ce matin faire un prélèvement dans la rade de Brest. Donc on a du plancton ici qui est tout frais. Et comme vous pouvez le voir, dans une seule et unique goutte d'eau, et avec une concentration grâce au filet, on observe une biodiversité importante. On a ici ce que l'on appelle le plancton. Vous savez, tous ces petits organismes vivants dans l'océan qui vont ne pas pouvoir nager contre le courant. Ils vont donc dériver, errer, certains tout au long de leur vie, d'autres à un moment donné. Ici, on observe par exemple ce qu'on appelle le plancton végétal, le phytoplancton. C'est cette sorte de petit disque que vous observez en haut à gauche. Phytoplancton essentiel pour notre vie, en effet. Il est à la base des chaînes alimentaires, il produit plus de la moitié du dioxygène que nous respirons et capte aussi d'importantes quantités de carbone que nous émettons chaque année et a donc un rôle dans la régulation du climat. Ce phytoplancton, base des chaînes alimentaires marines, va être ensuite mangé, consommé par ces animaux. Justement, ça tombe bien, il y en a justement un qui passe actuellement devant nous. On observe par exemple des copépodes. Un copépode, regardez, c'est cette sorte de crevette avec des grandes antennes. Ces copépodes, là aussi, c'est un représentant majoritaire que l'on retrouve dans le zooplancton, le plancton animal. C'est ces observations qui nous permettent de voir cette biodiversité insoupçonnée dans la rade de Brest, qui est pourtant bien présente et qui a un rôle important. Mais néanmoins, regardez, on peut observer quelque chose sur la droite qui peut présenter une forme assez proche du plancton, à la même taille et microscopique, invisible à l'œil nu, qui va dériver dans l'océan comme le plancton, qui peut même avoir la même couleur que ce plancton. Mais néanmoins, désolé de vous décevoir, ici ce n'est pas du plancton. Mais nous observons en effet, en plus de ces organismes merveilleux, des microplastiques quand nous réalisons chaque jour des prélèvements. Ces microplastiques sont donc bien présents ici, en rade de Brest. Vous allez pouvoir en entendre parler, justement. On va voir que cette rade de Brest, il y a des microplastiques, moins que dans d'autres régions du monde, mais cette pollution est bien là. Et nous avons donc tous et toutes un rôle à jouer. Les scientifiques sont formels, et c'est justement un cap qu'il y a à tenir. En jouant sur des démarches collectives et individuelles, il est possible d'inverser la vapeur, de limiter l'arrivée de plastique et donc de microplastiques dans cet océan. Microplastiques qui, en étant ingérés par le plancton, qui va pouvoir même accumuler des virus ou encore des métaux lourds ou encore polluants, va pouvoir avoir un impact non négligeable sur l'écosystème. Il en va donc de nous pour protéger cet environnement marin, de voir cette réflexion sur notre usage des plastiques et notre consommation, afin qu'en 2050 et dans les années à venir, on puisse avoir enfin des prélèvements à Ossanopolis sans ces déchets et sans cette pollution. Je vous remercie. On peut applaudir Tristan. Hein. Restez avec nous, Tristan. Oui, merci de nous rejoindre, parce que nous allons débattre sur le chemin qui est pas mince à parcourir d'ici 2050, échéance que vous avez évoquée. Merci beaucoup, peut-être ici. Christophe de Boissoudy et Arnaud Huvet, nous allons en parler. Mais vous, Christophe, donc, vous qui êtes président d'un club d'entreprises pionnières, comme je l'ai indiqué, bioplastique, vous allez nous dire quels sont les apports et les progrès à attendre de ce secteur de production assez particulier, encore minoritaire, il faut bien le dire, dans la production des plastiques, et peut-être partir d'une définition précise de ce qu'on appelle le plastique biosourcé, parce qu'on imagine ce que ça peut être, mais merci de nous préciser, pour ceux qui ne le savent pas, ce que couvre et recouvre cette notion de plastique biosourcé, donc alternative, j'imagine, à la production par le pétrole, énergie carbonée qu'il faut réduire. Et donc, quelles sont les autres alternatives? Quelles sont les alternatives? Bonjour. Donc, effectivement, je représente ce club qui, d'ailleurs, a changé de nom.
parce que nous n'aimons pas tellement ce nom bioplastique pour une raison très simple, c'est que derrière ce mot, qui apparaît très joli, en fait, on met plein de définitions différentes. Alors, on met notamment la définition du biosourcé. Le biosourcé, c'est quoi? C'est tout simplement des plastiques qui, au lieu d'être d'origine 100% d'origine pétrolière, seront au moins en partie, et on essaye de tendre vers le 100%, avec une origine végétale. Alors pourquoi d'origine végétale? Alors je vais vous rappeler quelque chose que vous savez tous, hein. Le pétrole, c'est d'origine également, entre guillemets, biosourcée, puisqu'il s'agit de la fossilisation de forêts, mais sur de très 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 longues années. Et donc on retrouve dans le pétrole du carbone, de l'hydrogène, qui sont aussi dans le végétal, et qui sont d'ailleurs pas que dans le végétal, parce que nous avons nous aussi du carbone et de l'hydrogène. Et qu'est-ce qu'on fait avec ce carbone et l'hydrogène? Il y a plus d'une centaine d'années, on a fait des polymères. On a fait notamment des polymères avec des structures particulières, sachant que les polymères existent aussi dans la nature, hein. Vous avez la cellulose, qui est un polymère naturel. Vous avez l'amidon, qui est également un polymère. Et donc les biosourcés, c'est tout simplement, on va chercher dans la nature quelque chose qui se régénère, quelque chose de renouvelable, puisque le végétal est renouvelable, pour aller chercher ces éléments avec lesquels on va pouvoir faire également la même chose que ce que l'on fait avec le fossile, qui pour le chimiste... Et par exemple, des copolyesters, alors c'est un mot un peu compliqué, mais je crois qu'il y a énormément de scientifiques dans la salle, qui sont en fait des polymères qui sont extrêmement, à peu près les mêmes que ceux qu'on a fait par le passé, sauf que le passé, on a tout fait pour faire des polymères qui étaient extrêmement résistants à beaucoup de choses, et notamment à la biodégradation. Et c'est la raison pour laquelle des chercheurs, il y a déjà une trentaine d'années, ont essayé de trouver des polymères qui pouvaient avoir des propriétés plastiques. Rappelons quand même que le plastique, le mot plastique, on a pris le mot qui qualifie la matière, c'est-à-dire une matière plastique. La plasticité. Comme la peau, etc. Et on a utilisé ce mot pour qualifier ces nouveaux produits qui sont des matières nouvelles et qui sont extrêmement résistantes au temps et notamment à l'attaque des micro-organismes et de la biodégradation. Alors les végétaux en question, notamment, vous m'avez expliqué le chardon. Alors oui, le chardon, c'est un petit peu plus anecdotique malheureusement pour l'instant, mais les végétaux, on a commencé par l'amidon, qui est quelque chose qui était utilisé depuis très longtemps, même d'ailleurs dans la production plastique, en ajout. Et puis après, on est passé sur l'huile, tout simplement pour essayer de diversifier. On est passé sur le sucre aussi, avec notamment ce qu'on appelle la chimie blanche, où là, ce sont des micro-organismes qui produisent des éléments pour faire des polymères, c'est-à-dire une association de plusieurs monomères. Et évidemment, on a cherché de nouvelles plantes pour essayer de ne pas être en compétition avec tout ce qui est alimentaire, et notamment le chardon. Ma société, effectivement, a essayé de trouver de nouvelles plantes comme le chardon. Mais rassurez-vous, hein, c'est des chardons qui font 3 mètres de haut, donc c'est pas les petits chardons qu'on trouve. Et puis l'avantage, c'est que ça pousse sur des terres extrêmement pauvres et qu'il n'y a pas besoin de beaucoup d'eau. Mais pourquoi? Parce qu'on a trouvé en Sardaigne une usine qu'on a refait marcher avec une bioraffinerie. Et il nous fallait une plante capable de pousser en Sardaigne. On a trouvé le chardon et puis on va vers d'autres alternatives. Du chardon peut naître des innovations. Donc merci beaucoup pour ce premier exposé. On reviendra aussi sur l'enjeu du biodégradable, hein, des plastiques biodégradables, leurs vertus, mais aussi peut-être leurs limites, on l'évoquera. Par contre, Arnaud Huvet, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de votre bagage scientifique impressionnant, vous qui représentez ce groupe de recherche polymères et océans, nous faire état en quelques mots de la recherche actuelle et des connaissances devenues précises, hein, et concernant les pollutions elles-mêmes liées au plastique, que ce soit en France ou en Europe et peut-être au-delà. Merci beaucoup en tout cas de votre présence. Merci, bonjour à toutes et à tous. Alors je ne suis pas directeur du GDR Polymères et Océans. Vous le représentez. Je le représente, la directrice dignement. Pascal Fabre. Oui, donc on s'est retrouvés pendant 3 jours ici pour parler de science. On était presque 200 scientifiques. Et l'idée de cette fédération, qui est un outil CNRS pour regrouper l'ensemble des laboratoires, on est plus de 60 laboratoires, plus de 250 scientifiques, c'est de fédérer et de travailler en réseau, parce que la problématique des déchets plastiques dans l'environnement, que ce soit en mer,
en rivière, mais on s'ouvre aussi vers maintenant les terres et l'aérien, puisque pour faire des bilans, il va falloir analyser l'ensemble des compartiments environnementaux. C'est vraiment des approches qui sont interdisciplinaires, c'est-à-dire qu'on a besoin de physiciens, de chimistes, de biologistes, de sciences des polymères, etc. Et de sciences humaines, sociologues aussi. Tout à fait, de sociologues et d'anthropologues, donc pour vraiment prendre la mesure de la problématique et puis se tourner vers les solutions. Donc évidemment, la première chose que l'on fait, c'est de faire des constats de la contamination dans les environnements. Donc je ne vais pas vous abreuver de chiffres aujourd'hui, on en entend souvent, mais ce qu'il faut retenir, c'est que partout où on cherche du plastique, on en trouve. Malheureusement, évidemment, après la question qu'on va se poser, ce sont les niveaux de contamination auxquels on va être affronté. Tristan l'a dit, on sait qu'en rade de Brest, il y a des plastiques partout. On en retrouve 1000 fois moins en moyenne qu'en Méditerranée. Pour autant, si je vous dis qu'on estime qu'il y a 10 millions de particules flottantes sur la rade, juste en flottant, c'est déjà un chiffre qui fait peur. Mais c'est une zone peu polluée par rapport à plein d'autres environnements comme la Méditerranée ou le golfe du Bengale, par exemple. Une fois qu'on sait ça, il y a toute la partie du devenir de ces déchets plastiques une fois qu'ils sont en mer, avec notamment la fragmentation, les gros déchets qui vont devenir des petits et qui vont nourrir ces petits plastiques qui sont inférieurs à 5 mm, qu'on appelle des microplastiques, et qui nous intéressent particulièrement. Pourquoi ? Parce qu'ils représentent plus de 90% des déchets plastiques qu'on trouve en mer, et puis parce qu'ils vont, de par leur comportement proche du plancton et leur petite taille, ils vont vraiment rentrer très facilement dans la chaîne alimentaire. Et on sait que tous les maillons de la chaîne marine, par exemple, sont contaminés par du plastique. Oui, il y a énormément de destruction de faune marine, de morts. Alors, vous avez tous vu des photos de baleines, de tortues enchevêtrées dans des plastiques. C'est un des premiers impacts de ces macro-déchets, comme les filets fantômes qui continuent à pêcher une fois en mer en termes de déchets. Mais pour autant, comme je vous ai dit, puisque les petits représentent plus de 90%, ce qui nous intéresse aussi beaucoup, c'est d'aller travailler et d'analyser les effets de ces petits-là. Il faut savoir qu'un plastique en mer va être un très bel habitat pour de nombreuses espèces, des micro-organismes, des bactéries. Et puisque le plastique est persistant, ça va les disperser sur de grandes échelles d'espace et de temps. Et on arrive comme ça à des introductions d'espèces dans des zones où elles n'étaient pas présentes, qui peut favoriser le développement d'espèces invasives et bouleverser la biodiversité. Deuxième chose que nous, on étudie beaucoup en tant que biologiste, c'est qu'un animal qui va ingérer du plastique, la grande question qu'on se pose, c'est qu'est-ce que ça fait, docteur ? Et on a deux grands types d'effets. En fait, on a des effets physiques, c'est-à-dire que du plastique dans le tube digestif, même si c'est un simple transit, c'est majoritairement ce qu'on voit en laboratoire, même si c'est un simple transit, va avoir des effets, c'est-à-dire que ça perturbe la digestion. Et ça va en fait générer des diminutions de l'entrée d'énergie par l'alimentation et projeter des effets sur d'autres grandes fonctions comme la croissance, la reproduction, la défense. Mais il y a aussi une perturbation chimique, c'est-à-dire qu'un simple transit de ces plastiques va permettre la libération de molécules, notamment d'additifs qui sont mis à la conception de ces plastiques. Et on sait que certains ont des rôles de perturbation endocrinienne, par exemple, donc pour aller perturber la reproduction. Une fois qu'on a fait ces constats-là, évidemment, c'est très important de savoir quelle vont être la diversité des impacts sur différents aspects. Et on y travaille au laboratoire. En ce moment, on a deux exemples. On travaille sur les fragments de pneumatiques et sur les fibres textiles, qu'elles soient naturelles ou synthétiques, pour voir les effets que ça engendre sur un poisson ou sur un coquillage qui les aurait ingérés. Et puis, vous l'avez dit tout à l'heure, effectivement, on s'ouvre aussi dans ce GDR, dans ce groupement de recherche, sur les sciences humaines et les sciences sociales, puisqu'on doit s'emparer de cette problématique en tant que nous, citoyens, de pourquoi on en est arrivé là, de pourquoi on a cette relation plastique et cette mauvaise gestion des déchets, pour trouver des solutions pour l'avenir. C'est un enjeu, certes scientifique, mais devenu sociétal à l'échelle française, européenne et mondiale. Tout à fait. C'est ça qui en fait son succès aussi, puisqu'on s'en empare scientifiquement, puisqu'il y a aussi une volonté politique et une volonté citoyenne que cette problématique soit résolue. Merci en tout cas pour votre apport déjà dans cette séance plénière, et puis on reviendra sur les différentes expressions qui viendront. Merci à notre immortel préféré, Éric Orsena, de nous rejoindre. Merci beaucoup d'être ici en convergence à Brest. Il y a des chercheurs, il y a beaucoup de chercheurs et chercheuses, il y a des acteurs d'ONG, il y a des responsables d'entreprises, de collectivités. Cette belle convergence sur cet enjeu citoyen, on va dire d'abord, peut-être, en tout cas qui nous concerne tous. Et merci peut-être dans un deuxième temps, Éric, de nous donner votre point de vue, vous qui aimez rapprocher les idées générales du réel. J'ai appris que vous accompagniez d'ailleurs une grande association de gestionnaires de fleuves
Et à ce titre, vous avez des choses à nous dire, mais vous nous donnerez votre point de vue peut-être dans un deuxième temps sur l'approche sociétale que vous pouvez nous faire de cette question des plastiques et du changement de cap qu'il nous faut faire dans les années qui viennent. Mais en tout cas, merci beaucoup. Je ne sais pas si on a le loisir d'avoir de Lisbonne notre navigateur formidable qui a passé son enfance à Concarneau, si j'ai bien compris. C'est ça ? C'est ça, bonjour. Bonjour, vous êtes à Lisbonne au sommet mondial des océans où convergent des acteurs étatiques, gouvernementaux, mais aussi beaucoup d'acteurs de la société civile, dont les ONG. Vous êtes cofondateur de Plastic Odyssey, qui est une formidable aventure, non seulement de navigateur que vous êtes, mais d'ONG, qui porte une pédagogie, une action concrète de prévention. Est-ce que vous pouvez nous livrer votre message de Lisbonne ? Bonjour, merci pour l'invitation. Alors, à l'origine, je suis spécialisé marine marchand et ingénieur, et j'ai toujours aimé réfléchir aux solutions plutôt qu'aux problèmes. Et ce projet Plastic Odyssey est né en 2016, alors que je faisais escale à Dakar, à bord du domaine des mers. Vous avez peut-être entendu parler dernièrement, puisqu'il y a eu le retour à Concarneau le week-end dernier. Et donc, on travaillait sur les low-tech, les systèmes très simple pour avoir accès à l'énergie, à l'eau, à la nourriture. Et en faisant escale à Dakar, je me suis rendu compte de toute la pollution plastique qu'il pouvait y avoir. Parce que comme on le disait, une fois que le plastique arrive dans l'océan, finalement il coule ou il se dégrade en petites particules. Ce qui fait qu'on ne voit pas, comme on pourrait imaginer, d'îles de déchets, plastique qui flotte, en tout cas très très peu. Et donc c'est vraiment en arrivant à l'escale à Dakar, dans l'anse de Han, qui est une des anses les plus polluées de la ville, que je me suis rendu compte de tout le plastique qu'il y avait, il faut qu'on fasse quelque chose, et pourquoi pas avoir cette même approche qui peut fonctionner pour l'accès à la nourriture ou à l'eau, de faire des systèmes très simples, faciles à construire, à réparer, pour donner accès à la majorité du monde à des systèmes, des outils pour transformer les déchets plastiques et en faire quelque chose, une ressource, en faire un produit qui va pouvoir servir de qualité. Donc la qu'on a aujourd'hui, elle est double. On a d'un côté cette action de favoriser le recyclage et la gestion des déchets dans les pays du Sud, donc dans les pays d'Afrique, d'Asie et d'Amérique du Sud principalement, c'est 80-90% de la source de la pollution plastique aujourd'hui, par manque d'infrastructures de gestion des déchets. Et en parallèle de ça, on travaille aussi sur la réduction du plastique à la source. Pays riches, c'est nous, on consomme énormément de plastique, on exporte aussi en partie parce que c'est pas le traité, donc il faut réduire cette consommation-là. Et on s'y intéresse pas avec un axe technique cette fois, mais avec un axe science sociale, science. C'est vrai qu'on parle beaucoup de recherche, on parle assez peu souvent de sciences humaines, alors que finalement, derrière la consommation plastique, c'est des consommateurs, c'est des êtres humains, et c'est là le plus compliqué finalement, un cerveau d'ingénieur, résoudre un problème technique assez simple, résoudre un problème lié au comportement humain, c'est plus compliqué. Et donc oui. ça, on s'y intéresse en parallèle. Oui, merci beaucoup. Et vous évoquez, on va en parler, nous en avons parlé de l'enjeu social et sociétal de cette question qui prend de l'ampleur. Il y a des accélérations aussi dans les évolutions de la société sur différents sujets. On voit bien avec le climat que le sujet du plastique, qui n'est pas loin des mêmes préoccupations, s'accélère dans les préoccupations citoyennes et gouvernementales aussi. Quels seraient, selon vous, vous qui êtes à Lisbonne, les plus grands freins à lever aujourd'hui en matière de prévention des pollutions plastiques? Il s'agit de la production, la consommation et du recyclage. Alors c'est sûr que c'est assez complexe, il n'y a pas un acteur qui est responsable, et donc souvent on a tendance à pointer du doigt les politiques, les producteurs, les consommateurs, et on se retrouve dans ce qu'on appelle un triangle de l'inaction où chacun en met la faute sur l'autre. Alors là, on est à Lisbonne, beaucoup de négociations internationales pour essayer d'avoir des accords pour limiter la production de plastique. C'est forcément très important de le faire. Nous, ce qui nous intéresse surtout, c'est des actions concrètes, rapides, qui peuvent voir émerger sur le terrain à une échelle, on va dire, de l'entrepreneur, une échelle très locale, mais qui, par la multiplication d'initiatives partout dans le monde,
pour permettre d'avoir des impacts énormes. Donc justement, ça c'est pour la partie vraiment recyclage, je dirais. Et la réflexion, c'est pareil, si on arrive à comprendre pourquoi est-ce qu'on consomme du plastique dans chaque pays, c'est pas du tout les mêmes usages, les mêmes besoins à Dakar, au Maroc, en France ou en Indonésie. Et donc si on arrive à comprendre pourquoi est-ce qu'on utilise des dosettes avec plastique à usage unique dans certains pays, pourquoi est-ce qu'on emballe les fruits qui sont déjà emballés naturellement, qu'est-ce qu'il y a derrière un usage comme quelle est la culture derrière. On va aussi pouvoir faire changer les entreprises qui produisent ces plastiques-là en amenant des alternatives pour répondre à ces usages. Nous, on aime bien en tout cas partir des solutions et essayer de comprendre comment est-ce qu'on peut résoudre ces problèmes plutôt que de pointer du doigt, de faire lobby, et c'est quand même très important, mais qui a tendance à prendre beaucoup de temps. Et c'est vrai que c'est un dans qu'il faut aller très vite. Merci beaucoup pour ce propos et ce registre d'ailleurs d'expressions qui pointent non pas une responsabilité, mais qui met en avant positivement des co-responsabilités, qu'elles soient d'ONG, de collectivités, d'entreprises et de citoyens. Tout le monde est concerné et les solutions doivent être trouvées de manière concrète par les enjeux de proximité que vous avez souligné d'ailleurs, notamment avec l'importance, Éric Orsena en parlera peut-être, de l'enjeu des collectivités locales qui sont sur le terrain, finalement en connexion quasi permanente avec d'autres acteurs. Éric, merci peut-être de nous dire comment vous réagissez à ce propos notamment de Simon Bernard. Vous, dans votre regard que vous partez sur cet enjeu sociétal, quel est votre point de vue, ce que vous voulez mettre en avant aujourd'hui? Merci. Merci. Au fond, j'ai 4 approches vis-à-vis du plastique. Une approche médicale, une approche du point de vue des fleuves, une approche du point de vue des entreprises, et puis une approche du point de vue des maires. Médicale, parce que j'ai l'honneur d'être à l'Académie française au fauteuil de Pasteur, je suis devenu ambassadeur de Pasteur, et donc j'ai appris un peu de microbiologie, ce que je connaissais absolument pas. On me disait que j'étais cultivé, en fait, je ne savais rien d'essentiel, c'est-à-dire je ne savais absolument rien de la vie. Donc je me suis un peu bougé les fesses. Et donc le plastique, c'est dangereux. Voilà. Le plastique, c'est dangereux, et notamment le plastique dans l'océan, c'est dangereux. Première chose. Et tous les éléments, ces sortes d'aimants d'abord d'intégration dans la chaîne alimentaire et d'aimants à des pollutions terribles. Donc se rencontre d'abord savoir ce qu'on ne savait pas. Et ce qu'on ne savait pas, que c'était partout. J'ai participé avec la Fondation Tara à des prélèvements dans l'embouchure de la Seine pendant 2 jours. Il y en a partout, mais partout, et qu'on ne voit pas. Et en général, le péril qu'on ne voit pas, il est pire que le péril qu'on voit. Donc, oui, ce que Tristan évoquait avec sa démonstration de la goutte d'eau de la rade de Brest. La goutte d'eau, c'est absolument magique, ça, parce que c'est exactement ça. Donc, et l'invisible est peut-être le plus important. Alors ça, c'est absolument clé. Donc c'est rendre visible l'invisible. C'est ce qu'a fait Pasteur, d'une certaine manière. Parce qu'avant lui, on voyait des maladies infectieuses, mais on voyait les conséquences, mais pas les causes. Et moi, j'ai la chance aussi d'être à l'Académie, au fauteuil direct de Cousteau, qui a rendu visible ce qu'il y avait sous l'océan. Donc c'est la même chose. Notre bataille, c'est le visible, premièrement. Mais lié à ça, c'est, une fois qu'on sait, croire à ce qu'on sait. Parce qu'il y a la capacité humaine de dire, non, on ne veut pas savoir. Je ne veux pas savoir que je vais mourir, alors que cette fragilité-là donne plus de prix à la vie. La conscience. Et à la conscience. Et puis, il y a quand même une pensée magique à un moment donné. Maintenant, c'est fini. Mais pendant longtemps, on disait, il y a un nouveau continent, le continent du plastique. Comme si c'était l'océan ou les profondeurs de l'océan ou une sorte de magma comme ça, des hotspots qui avaient créé ça le plastique. Mais ce n'est pas du tout l'océan qui crée le plastique, c'est nous. Donc, première chose,
Première chose sur cette alerte-là. Donc savoir et puis ce qui a marché. Bon, ça c'est le premier point. Deuxième point, en termes de fleuves. Il se trouve que j'ai créé il y a 6 ans l'association des grands fleuves du monde avec 20 responsables des gestionnaires. Et qui est responsable des saloperies dans l'océan? C'est évidemment les fleuves. Il y a une unité entre l'eau douce et l'eau salée, complètement. Et donc s'il n'y avait pas des saloperies données dans les fleuves, l'océan serait propre. Donc il y a cette unité-là qui est très importante. Vous savez, on parle beaucoup de la santé unique, One Health et tout ça. On le voit très concrètement là-dedans. Donc ça veut dire que c'est au niveau des fleuves qu'il faut bloquer. C'est pour ça qu'on a lancé avec la Fondation Tara un pacte avec un certain nombre de municipalités en France qui ont signé en disant on s'engage à ce que dans le prochain mandat, on fasse tout pour ne pas déverser du plastique. Avec un enjeu de gouvernance auquel on reviendra. Énorme. Et puis de responsabilité, puis de réglementation aussi quand même, à un moment donné, il faut dire. Et puis il y a la question des entreprises, parce qu'il faut remplacer et en même temps recycler. Alors, comment est-ce qu'on remplace et comment est-ce qu'on recycle? Et là, à ce point de vue-là aussi, j'ai une expérience qui m'a passionné, parce que j'étais tout à fait au début de la société Carbios qui voulait recycler. Alors, voilà, et qui devient plus ou moins une licorne, etc. Bon, je suis moins ces actions, mais c'était ça. Et ce qui m'a intéressé, vous voyez, c'est que, exactement ce que disait notre ami, c'est que c'est complexe. Alors que, je veux dire, la solution est complexe alors que le moyen plastique est simple. Comme le charbon, c'est simple. Comme le pétrole, c'est simple. On a été dans l'addiction au simple. Alors que maintenant, il faut apprendre le complexe. Au simple et aux pratiques. Et donc aux pratiques. Donc c'est évidemment un enjeu de société énorme et il faut évidemment des ingénieurs, des chimistes, etc., mais il faut aussi ce qu'on appelle des sciences humaines, c'est-à-dire que comment est-ce qu'on... Voilà, donc c'est un lieu de complexité, c'est un lieu de là, et d'une certaine manière, comme l'eau, le plastique est le reflet de notre civilisation. Dis-moi combien de plastique tu utilises, comment ça marche, comment tu veux faire, etc. Et puis il y a toute la question clé du recyclage. Le recyclage pour éviter la pollution, mais le recyclage pour éloigner la contrainte de la rareté. Et donc ça, c'est aussi une question. Donc vous voyez à quel point changer de cap, c'est aussi plus que ça. C'est pas seulement le cap, on est au cœur de réflexion avec nous-mêmes. Et changer de paradigme pour partie. Et voilà. Et donc, comme je disais, comme j'imagine que vous avez dit vous-même, et je suis tellement heureux d'être avec vous, c'est que pour une fois, il ne faudra pas qu'on parle en tant que silo, quoi. Je veux dire, s'il n'y a que des chimistes, ça ne suffira pas, que des sociologues, ça ne suffira pas. Et puis, je vais finir juste, c'est que il faut alerter, et en même temps, il faut émerveiller. Et moi, je suis, navigateur depuis toujours, mais pas à leur niveau de tous ces petits loups, là. Mais voilà, franchement, si notre planète était un caillou merdique, il n'y aurait pas besoin de se battre pour elle, quoi. Et dernier point, la planète, elle s'en fout, hein, c'est nous. Merci, on peut applaudir Éric Orsenna. Merci de... C'est vrai que c'est les vertus à la fois de l'indignation, mais de l'émerveillement au sens aller vers les solutions. Et il en existe. Et pour nous en parler, nous avons la chance d'avoir des experts en la matière. Donc Christophe, pour évoquer la question évoquée par Éric, l'enjeu à la fois du danger du plastique, mais aussi du moindre danger de certains plastiques, notamment le plastique biodégradable, donc, qui est une innovation relativement récente dans l'histoire et qui peut prendre des proportions avec ce paradoxe, c'est que ce qui est dégradable en plastique pose la question, point d'interrogation, du caractère recyclable, enfin de l'enjeu du recyclable. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce sujet du biodégradable concernant les plastiques ? Alors on a parlé tout à l'heure... Qui sert concrètement, notamment les sacs plastiques, c'est que les réglementations, et on peut signaler quand même que la France et l'Europe est un continent peut-être en avance sur le reste du monde, en tout cas en termes de directives ou de réglementation. C'est toujours comparatif, c'est un moindre mal, mais c'est quand même une avancée sur l'obligation des sacs plastiques recyclables dans les hypermarchés. Alors effectivement, l'Europe est carrément en avance, effectivement, d'un point de vue au moins de prise en compte.
également de réglementation et au niveau des législations, et qui est suivi, heureusement, maintenant au niveau mondial. Alors, le plastique biodégradable. Alors, il y a maintenant, ça fait pratiquement 30 ans que ça existe maintenant, ça a été mis au point par des chercheurs qui se sont dit qu'effectivement le problème du plastique, c'est un magnifique produit au niveau de l'usage, très pratique, la facilité, la simplicité. En plus de ça, c'est léger, c'est bon, on s'en débarrasse très facilement, mais le problème justement, c'est qu'on s'en débarrasse très facilement, il y a un peu n'importe comment. Alors, le gros problème du recyclage, c'est avant tout la collecte. Et vous en parliez, les maires et puis les citoyens. Si on arrivait à chaque fois à ne jamais jeter un plastique par terre, qu'aucun des plastiques parte dans les rivières, et notamment les plastiques des tissus synthétiques qui, avec le lavage, etc., envoient des fibres dans l'eau qui finissent dans les rivières puis dans la mer. Il faut savoir, comme vous le disiez d'ailleurs, que 80%, et je pense que je ne serai pas démenti, des plastiques qui finissent en mer sont d'origine terrestre, pratiquement. Et donc, effectivement, c'est nous. Alors, on a imaginé des plastiques biodégradables, puisque vous et ma société, effectivement, le fait, mais je ne veux pas parler que pour ma société, parce que je représente cette association française qui représente l'ensemble de la filière. L'origine végétale, on en a parlé, le biosourcé. Mais le biosourcé, c'est intéressant parce que ça nous permet d'éliminer, enfin de ne plus être totalement dépendant du pétrole, qui est, comme le disait Eric Orsena, c'est le supermarché du chimiste. Voilà. Mais bon, c'est bien gentil, simplement à un moment donné, ce supermarché-là, il risque, il a une finitude, entre guillemets. Il n'en demeure pas moins que le problème du plastique, c'est la fin de vie. Le problème du plastique, c'est qu'on le retrouve dans la nature. Et la biodégradabilité, on en parlait tout à l'heure, des polymères, ça existe dans la nature, sauf qu'ils sont biodégradables. La cellulose est biodégradable, l'amidon, on en parlait, est biodégradable. Si chaque feuille, vous imaginez, chaque feuille qui tombe tous les ans, des arbres à feuilles caduques, n'était pas biodégradable, on nagerait dans les feuilles. Mais c'est biodégradable. Et la biodégradation, c'est pas tant en mer, c'est sur le sol. Allez-y. Si je peux permettre, Voilà. Vous nageriez dans les feuilles comme un écrivain. Vous seriez noyé par les feuilles. Le tout, ça serait de les lire. Moi, je recycle comme un malade. Sans parler de l'encre. Pardon, mais c'était trop bien. Oui, tout à fait. On serait noyé dans les feuilles. Le tout, ça serait de les lire et on n'aura pas la capacité de tous les lire. Et donc, on a imaginé qu'effectivement, essayer de trouver un plastique qui rende cette solution, ce côté pratique, mais qui soit biodégradable. Alors, on parlait des limites. La biodégradation, c'est bien gentil, simplement. La première des choses, c'est collecte, recyclage. Oui, puis l'usage. Et l'usage et ensuite collecte et recyclage. Mais parfois, malheureusement, le recyclage est pas possible ou très compliqué sur des petits emballages. On parlait tout à l'heure, notre ami qui est à Lisbonne nous parlait effectivement des pays en voie de développement où là, la collecte est difficile, où parfois ils sont obligés effectivement pour des raisons de coût, de légèreté, etc., d'utiliser cette fameuse matière et ça finit en mer. Et donc la biodégradation a été développée par nombre de scientifiques, il y a une trentaine d'années à peu près, il y a à peu près 20 ans que maintenant on est en mesure d'en avoir. Alors après, il faut être sûr que biodégradabilité ne soit pas synonyme de toxicité. Parce que qui est biodégradable n'est pas forcément non toxique. Et puis ne pas confondre solubilité et biodégradation. Parce que c'est pas parce que c'est soluble que c'est forcément biodégradable et non toxique. On parlait tout à l'heure des plastiques qui peuvent avoir éventuellement des polluants, qui agrémentent des polluants et qui se baladent d'ailleurs ensuite en mer, un peu comme les bateaux, ils voyagent, hein, c'est très à la mode. Sauf que ce voyage-là n'est pas très bon pour nous, et ni pour les animaux. Et donc la biodégradabilité est une solution qui permet de limiter la pérennité de ces matériaux qui malheureusement sont déjà présents, on parlait du continent, et je ne sais pas combien de temps on va mettre pour les éliminer, et entre nous soit dit, pour les récupérer, ça sera une autre paire de manches. Parce que ces microplastiques,
Et d'ailleurs, il y a eu une très bonne idée qui a été développée il y a une quinzaine d'années quand on a parlé de biodégradation, bien malheureusement, c'est les plastiques fragmentables. On a rajouté un additif dans les plastiques qui les rend fragmentables parce que chacun sait que le plastique vieillit. Quand il vieillit, il devient cassant. Vous prenez une bouteille sur une plage qui est là depuis longtemps, vous l'attrapez, elle se casse. Et c'est pour ça qu'il y a des microplastiques. Si elle ne se cassait pas, à la limite, on pourrait peut-être la récupérer. ramasser. Voilà. Oui. Et donc la biodégradation est une solution, mais pas une solution à tout. Et ça, c'est vraiment très important. La biodégradation est une solution pour les plastiques qui risquent de finir, par exemple, avec les biodéchets. Et ces biodéchets, on peut les composter. Et la biodégradation, il faut que cette biodégradation soit suffisamment rapide dans des milieux donnés pour qu'on puisse véritablement avoir un avantage à une biodégradation de ces nouveaux plastiques. Merci beaucoup, Christophe. Oui, Eric. Moi, c'est fascinant ce que vous dites, parce que regardez, on est au cœur des rapprochements avec la vie. Le problème d'une cellule cancéreuse, c'est qu'elle ne meurt pas. Et ce qui est extraordinaire, c'est que ce qui ne meurt pas ajoute à la mort. C'est-à-dire que quand vous tuez les fragilités, c'est à ce moment-là que vous arrivez à la mort. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose qui me frappait, c'est que les plastiques sont comme nous, enfin pas vous, mais comme moi, vieille personne, virgule, on est cassant, fragile. C'est-à-dire qu'il y a aussi des cols du fémur dans les plastiques. C'est fou ce qu'on apprend avec Éric Orsena. Merci beaucoup. Si, les parallèles sont étonnants. Arnaud Huvet, merci de nous dire quels sont les efforts qui vous paraissent les plus importants, j'allais dire chronologiquement dans l'avenir qui est devant nous, de faire dans ce domaine à la fois de la lutte contre les pollutions et peut-être du recyclage. Alors, clairement, ils sont nombreux. L'exemple des fragmentables est un très bon exemple à donner, c'est-à-dire qu'il y a quelques années, on s'est dit que ce type de plastique modifié chimiquement, qui est un plastique d'origine pétrole, allait être une solution parce qu'une fois en mer, un macrodéchet de ce type-là allait se fragmenter. En tout cas, on ne le verrait plus à l'œil nu. Donc, qui dit je ne le vois plus à l'œil nu, dit pas d'impact, pas de toxicité. Et en fait, on s'est rendu compte, les scientifiques se sont rendus compte quelques années après que c'était presque la pire des solutions, puisque ça les a fragmentés, ils sont devenus des petits plastiques, invisibles à l'œil nu certes, donc pour la qualité de baignade, c'était peut-être parfait, mais en l'occurrence, c'est ce qui a fait que ça rentrait encore plus dans la chaîne alimentaire. Et la toxicité est avérée, ce qui fait qu'ils ont été interdits dans un grand nombre de pays. Et donc, les efforts les plus importants ou prioritaires à faire seraient, dans l'idéal. Cette démarche-là, ça montre qu'il faut vraiment que nous, scientifiques, on accompagne aussi le développement des nouveaux polymères. Parce que comme vous l'avez dit, pour l'instant, il y a des copolymères qui sont en mélange. Ils sont avec une partie de biosourcés, mais pas forcément complètement. Donc ça ne veut pas dire absence de toxicité, pas du tout. Et donc le nouveau développement va demander vraiment qu'on puisse accompagner nous pour, on va dire, certifier aussi le côté sanitaire au niveau environnemental en tout cas. Je ne parle pas d'humain, je ne parle pas de santé humaine aujourd'hui, mais avec un accompagnement des filières industrielles et de production de plastique. Ce que vous disiez tout à l'heure, c'était qu'en moyenne, on a 80% des plastiques qui viennent de la Terre, donc c'est clair. Mais en même temps, sur certains littoraux, il y a des ONG qui ont fait des suivis assez importants sur les plages françaises. Ça montre que ces pourcentages-là peuvent totalement s'inverser en fonction des usages. Par endroit, on est presque à 100% d'objets issus de la pêche ou de l'aquaculture. Alors, moi, je ne suis pas là aujourd'hui du tout pour montrer du doigt certains métiers et vraiment leur jeter l'opprobre. C'est simplement pour dire qu'il faut avoir cette connaissance-là et puis surtout s'en emparer pour que l'appui à la politique publique soit efficace, parce que localement, ce ne sera pas forcément les citoyens qui ont jeté les objets sur la route qui vont être à l'origine des plastiques qu'on va retrouver, nous, sur nos côtes et que nos animaux vont ingérer. Donc il y a vraiment une diversité de contamination et une diversité d'usages, et donc il va y avoir une diversité de solutions. Et donc c'est très bien qu'on parle des biopolymères, mais il ne faudra pas oublier qu'il y a vraiment un parterre de solutions qu'il va falloir qu'on adopte, que ce soit industriels, élus, décideurs, gestionnaires, et puis bien sûr nous citoyens. Et usages. Et d'usage. Important aussi, effectivement. Oui. Et je voudrais juste dire qu'on a vu des conférences scientifiques sur des collègues qui travaillent sur la Seine. C'est quand même assez important de montrer que les traitements actuels montrent que la plupart des déchets qui vont se retrouver dans le système fluvial vont quand même être abattus par un certain nombre de process, notamment les stations d'épuration, et que
les usages des 14 millions d'habitants de Paris et sa périphérie, qui produisent une quantité assez astronomique de déchets plastiques, font qu'on n'en retrouve qu'une petite partie infinitésimale dans la Seine, qui va donc finir au bout d'un moment dans la Manche. Et donc ça montre aussi qu'on a des systèmes qui sont quand même au moins en partie efficaces et que même le citoyen qui peut avoir un mauvais comportement n'est pas du tout à l'origine de l'ensemble de la contamination qu'on retrouve en mer. On a des échappées, on a des problèmes au niveau du transport, de l'industrialisation. Un bateau au Sri Lanka il y a quelques années qui s'est échoué avec des millions de particules de granulés plastiques industriels a réussi à contaminer toute la zone maritime adjacente. Tout à fait. Merci beaucoup, en tout cas, Arnaud Huvet. Tristan Attin, donc votre démonstration de la goutte d'eau qui était formidable, parce qu'on voyait effectivement l'invisible qu'évoquaient à la fois tout à l'heure nos intervenants. Du public, qu'est-ce qui vous vient comme question généralement publique de votre établissement Océanopolis, mais plus généralement? Qu'est-ce qui vient du public en termes d'interrogation à partir de votre démonstration de la goutte d'eau? Puis aussi, vous nous direz les espoirs que vous formez pour les progrès qu'on peut réaliser. Alors la première réaction qui vient, c'est justement cette surprise. Même si maintenant on note, et j'en parlerai après au niveau des scolaires, on voit que cette notion de microplastique maintenant est bien comprise. Il y a vraiment, c'est assez impressionnant, c'est vraiment des petits apprentis scientifiques sur cette thématique-là. Par contre, cette thématique des microplastiques pour le grand public reste encore un mystère, et pourtant là, le public voit ainsi que ça nous touche toutes et tous, parce que en plus, en étant à Brest, on a tous un lien particulier avec l'océan, on va tous se baigner, et du coup on ne se rend pas compte qu'on a finalement des microplastiques autour de soi, que ces microplastiques ils peuvent être ingérés par des ressources marines que nous aimons aussi consommer, et donc là ça nous fait directement ce lien, et surtout quelque chose qui marque beaucoup, je trouve, le grand public, et c'est souvent quand on va faire des collectes de déchets, par exemple, on parle des macro-déchets, souvent il y a le côté « ah, c'est la faute des autres ». Moi, je suis jamais concerné, c'est la faute des autres. Or là, je trouve avec les microplastiques, on doit tous être très humbles parce qu'on a tous un rôle dans cette aussi pollution, et vu qu'on a tous un rôle dans cette pollution, on a aussi un rôle pour les solutions. Oui, parce que les usages sont immenses, y compris invisibles dans les vêtements, par exemple. Voilà, tout à fait. Mais ce qui est encourageant, c'est dans les programmes éducatifs que nous menons à Océanopolis, on voit vraiment un changement de comportement chez les élèves que nous accueillons, les milliers d'élèves qu'on accueille chaque année. Alors déjà, on voit sur la thématique plastique est extrêmement demandée, aussi bien par les enseignants que par les élèves. Et surtout, avant, c'était beaucoup sur qu'est-ce que c'est la pollution plastique, les 80% qui viennent de la Terre, etc. Et maintenant, on sent de plus en plus de l'engagement des élèves. C'est-à-dire qu'ils veulent... Maintenant, c'est presque, c'est bon, on le sait maintenant. C'est qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement. Et ça, on a pu le mettre en place dans des actions, par exemple, on a créé un hackathon avec des élèves pour leur permettre, sur 2 journées, d'imaginer des solutions pour que l'océan, en 2050, soit sans plastique. Et là, ça a été assez sensationnel. Alors, on les met autour de la table pendant 2 jours. Ils ont des spécialistes, des membres de l'équipe d'Arnaud, Nika, du Cèdre, des industriels aussi, qui viennent autour de la table avec eux pour parler de cette thématique et leur montrer aussi la complexité de la chose. C'est-à-dire, on pourrait se dire, justement, on va aller vers du bioplastique, mais il y a bioplastique et bioplastique, sur la dégradabilité, etc. Donc on les met autour de la table, ils vont ainsi s'acculturer du sujet, et finalement ils vont tester, mettre en place des prototypes, qu'ils vont ensuite, au bout des 2 jours, présenter à un jury, aux autres participants. Et on voit vraiment une diversité, justement. Il y en a qui vont partir sur la création, par exemple, et qui ont créé un jeu de société pour sensibiliser le public à la pollution plastique. Il y a même une classe de CM1, CM2 qui a imaginé un robot pour collecter les microplastiques sur les plages. Alors ils étaient assez embêtés parce qu'ils avaient peur qu'Arnaud n'ait plus de travail après si leur robot arrivait jusqu'au bout. Mais donc voilà, ça c'est des choses assez concrètes. Ou encore une classe qui imaginait un système pour qu'elle puisse récolter les masques à usage unique, nombreux dans la classe, et pour pouvoir les recycler et les réutiliser, par exemple pour créer des règles, des équerres ou autres qui pourraient être d'un coup des plastiques pas à usage unique, mais qui pourraient leur être utiles dans le temps. Donc il y a cet aspect-là, et aussi dans d'autres programmes, l'aspect engagement.
C'est-à-dire, avant, c'était, voilà, on explique ce que c'est la pollution plastique. Maintenant, c'est, voilà ce que l'on peut faire. Les gestes du Les quotidien, gestes. c'est ça? Et voilà, et on voit de plus en plus de classes qui viennent à Ossanopolis avec comme envie de venir, et leur objectif, c'est de venir avec un pique-nique zéro déchet, ou tout du moins zéro plastique à usage unique. Et donc, on voit, il voit aussi la complexité que c'est d'organiser ce type de choses, mais ça engage cette réflexion. Comme par exemple une autre classe qui travaille avec une grande marque de bureautique et qui est allée voir cet industriel pour lui dire, ben voilà, on aimerait bien proposer à la rentrée scolaire un kit de fourniture scolaire sans plastique. Donc, est-ce que vous pouvez nous aider dans cette démarche? Oui. Et on espère que cela va être développé à l'avenir. Donc beaucoup d'engagement auprès des élèves. Donc avec une multitude d'actions possibles. Merci beaucoup. On peut applaudir, hein, Tristan Attin aussi. Nous avons toujours en ligne, Moi, je veux être stagiaire. me dit-on, Je vais être stagiaire à Oceanopolis, moi. Simon. Moi, je vais être stagiaire Oui, chez eux. il faut être stagiaire. Moi, Parce je que veux ce bien qu'ils venir font, aussi. ce qu'ils font, alors on va tous être stagiaires ici. Voilà. Et On donc, au s'inscrit. titre de la biodiversité, il faut des vieux. Donc, je vais être Très stagiaire chez important, vous. Parce que l'expérience. Oceanopolis, c'est quand même, étymologiquement, c'est quand même la ville de l'océan. Et donc, ce que vous faites est énorme, parce que c'est exactement comme ça. Et moi, je suis fou des hackathons, parce que j'en fais sans arrêt. Et là, il y a encore une semaine, j'étais à un hackathon sur l'eau, comment on économise l'eau. Et c'était dans le monde entier, tous les lycées français du monde qui étaient là et qui étaient en compétition en disant quelles sont les solutions. Parce que les solutions, ça veut dire, ça me concerne aussi, premièrement. Et deuxièmement, ce qu'on a dit sur la complexité, vous savez, on a été dans un monde où tout était simple. Moi, par exemple, à Pasteur, je suis avec passion la lutte contre une grande menace, c'est la résistance aux antibiotiques. Et comment est-ce qu'on va faire? Vous voyez? C'est-à-dire, on avait toujours le médicament ou le mode d'énergie simple qui réglait tout. Eh bien, c'est plus comme ça que ça marche. Puis qu'il y a des C'est plus contre-effets. comme ça que ça marche. Et ce qui est formidable avec ce que vous faites, ce que vous fait Hackathon, ce qu'on fait les changements, c'est justement l'implication. Et c'est aussi ce qu'on fait avec la science participative. C'est-à-dire que la science ne soit pas le monopole d'une certaine élite, que l'élite soit en chacun de nous. Et pas juste un corps comme ça qu'on va détester. Ah, voilà, non, c'est pas comme ça que ça marche. Vertu de Voilà, l'horizontalité. Je rebondis juste. Oui. Quand vous parlez de résistance aux antibiotiques, sachez que les plastiques ont été incriminés aussi parce que en fait, les souches bactériennes qui colonisent les plastiques une fois en mer vont rester en contact très longtemps et ça favorise les échanges de gènes de résistance aux antibiotiques. Oui. Et Tristan, tu pourras dire à tes scolaires que je serais ravi dans notre groupe, on serait ravi qu'on ait plus de travail et qu'on change de thématique de recherche s'il n'y avait plus de plastique dans l'environnement. Oui, c'est vrai, mais je crois que c'est pas pour demain, malheureusement. Donc, vous ne serez pas au chômage rapidement. En tout cas, Simon Bernard, qui est à Lisbonne, peut peut-être intervenir à nouveau. Tout à l'heure, Tristan évoquait tout le travail pédagogique auprès des scolaires et donc l'importance des gestes que peuvent se réapproprier, notamment les plus jeunes, mais aussi les anciens, les aînés, comme Éric Orsena et comme moi peut-être. Donc, quels sont les gestes que vous préconisez de mettre en avant le plus de votre côté? À Plastique Odyssée, je rappelle le nom de votre ONG. Nous, on travaille surtout sur le recyclage du plastique dans les pays du Sud. Ça, c'est vraiment le cœur de nos actions d'origine. Mais on a aussi qui travaille sur la réduction. Et donc là, c'est de sensibilisation auprès des jeunes. On a un programme pédagogique avec la Fondation de la Mer et le ministère de l'Éducation pour sensibiliser les jeunes à ces sujets-là. Et donc l'accent, c'est vraiment la réduction du plastique et de la consommation. Et donc on a aussi une exposition qui va suivre le bateau. On a un bateau d'expédition qui va partir en septembre, 3 ans en mission, en faisant escale dans les 30 pays touchés par la pollution. Et donc cette exposition, elle sera vraiment à destination du grand public pour sensibiliser aux enjeux et montrer des solutions concrètes. Donc on a une sorte de marché des solutions où on va exposer les meilleures solutions qu'on va trouver dans le monde entier. En rappelant, cher Simon Bernard, que votre premier bateau a été fait à partir de déchets plastiques, comme quoi le mal des déchets peut produire un bien de fabrication d'objets, en l'occurrence un bateau qui a permis cette pédagogie. Alors l'idée, c'est de trouver une manière de recycler ce plastique pour en faire non pas une matière première qui va être envoyée à l'autre monde, mais
et repartir en déchets derrière en papier chips, mais plutôt essayer de refaire des objets qui vont avoir une utilité sur place, en disant qu'on va stocker finalement ce plastique-là. Cet héritage, on va parler d'héritage plastique, il y a 5 milliards de tonnes de déchets qui sont là, qui nous ont été légués. On a produit 6 milliards de tonnes les années 50 et il en reste 5 milliards. Donc on a toute cette quantité qui déverse continuellement dans la nature, dans l'océan. Il faut stocker. Donc la meilleure manière de faire, je pense, c'est d'en faire des outils comme des bio, par exemple, les canalisations d'eau usée, qui peuvent peut-être répondre à un problème social, ou en faire des planches pour éviter de couper des arbres et de forester, par exemple, les palais de transport. On cherche comme ça des produits finalement qui vont pouvoir être vendus localement avec un modèle économique viable et qui vont répondre à un besoin, à un usage localement dans ces pays-là. Et donc après, ça c'est pour la partie recyclage, et pour la partie réduction, on a un impact médiatique, on a un impact de sensibilisation avec ce navire, donc on en profite pour passer les bonnes pratiques et apporter des exemples en fait, de solutions pour réduire. On a aussi à bord du bateau, on a deux zones à bord du bateau. Il y a la zone arrière qui est la zone atelier de recyclage avec 150 mètres carrés de machine, où on accueille les entrepreneurs pour les former. Et à partir du moment où on passe la porte des emménagements, on rentre à l'intérieur du bateau dans la zone geek. Là, on a plus de plastique. En tout cas, ça va être le grand objectif de ne plus avoir de plastique hygiénique. Et donc, on a tout un tas de systèmes. On expérimente à bord depuis des filtres pour les machines à laver, des systèmes de purification de l'eau, plus avoir besoin d'embarquer d'eau, des systèmes pour laver les tasses et éviter d'avoir des gobelets à usage unique. On teste et on va pouvoir s'en servir de ce bateau aussi comme un démonstrateur pour des solutions de réduction du plastique. C'est vrai que ces deux actions, comme vous disiez, Orsena et Nommé de front, en parallèle, c'est pas l'une ou l'autre, c'est vraiment les deux en même temps. Tout à fait. Bon, en tout cas, merci beaucoup et je vais passer la parole à Eric et à vous sur l'enjeu que vous avez souligné, à savoir le différentiel entre, on va dire, l'Occident, l'Europe en particulier, et le reste du monde, quand même l'essentiel du monde, à savoir les pays en développement ou émergents. Juste un chiffre du dernier rapport de l'OCDE qui est passionnant sur ce sujet. Le meilleur scénario, dit ambition mondiale, qui consisterait à ce que l'Occident soutienne financièrement les pays en développement et émergents sur la question des plastiques, nous dit que le meilleur scénario, le volume de plastique dans les masses d'eau doublera quand même entre 2019 et 2060, passant de 140 millions aujourd'hui de tonnes à 280 millions. Et le scénario du as usual, comme on dit, business as usual, comme si on ne faisait qu'à l'échelle régionale, ce serait le triplement. C'est dire l'enjeu, en dehors de notre espace franco-français ou européen, de soutenir ce qui ne va pas en dehors de nos frontières européennes. Et donc, Eric Orsena, peut-être sur cette question globale qui rejoint la question du développement ou de l'aide au développement. Alors, on a vu les actions nécessaires locales ou micro-locales, ou au niveau des plages, au niveau d'Océanopolis, au niveau des... Et puis, il y a l'action globale. Parce que si même nous tous, les pays riches, on arrêtait de rejeter du plastique, il y en aurait ailleurs. Un tiers venant de la Chine. Dont un tiers venant de la Chine. Et c'est quelque chose que j'ai évoqué qui est absolument clé, on le voit avec la pandémie, c'est-à-dire qu'il y a la notion de santé globale. Si l'environnement va mal, le monde végétal va mal. Si le monde végétal va mal, l'entièreté du règne animal va mal, dont nous les humains. Ça, cette notion-là. Et on voit bien ce qui se passe de façon générale. Regardez en termes de pandémie. Si nous n'aidons pas les pays du Sud à se vacciner, ces pays-là vont évidemment accueillir des virus qui vont muter. Et les mutations vont nous menacer, nous. Donc nous sommes sur le même bateau. Ce n'est pas parce que j'aime naviguer, mais la planète est un vaisseau spatial. Il faut bien se rendre compte de ça. Et moi, je suis passionné par toutes ces aventures qui sont faites par les marins. Et par exemple aussi avec Roland, avec Bilou, avec Roland Jourdain. Le prochain bateau, ce n'est pas en carbone, c'est en lin.
Et donc, toutes ces questions-là, c'est-à-dire explorer, c'est-à-dire à la fois, on disait, alerter, émerveiller, et je rajoute explorer. Donc, la navigation, et pardon, mais la navigation à voile, c'est bon pour la santé du monde. Merci beaucoup. Si l'un d'entre vous veut intervenir sur un point ou un autre, mais en tout cas, c'est vrai que la question du sommet de Lisbonne, où Simon Bernard est présent et d'où il intervient, et merci de prendre le temps avant, j'imagine, d'entrer dans les discussions nombreuses qui ont lieu entre les différents acteurs, et c'est une question de convergence. Là, pour le coup, à l'échelle mondiale, on voit l'enjeu aussi de l'importance de l'implication des gouvernements occidentaux, peut-être principalement du point de vue du financement possible, pour favoriser les actions déjà de tri, de recyclage, qui sont à échelle très, très industrielle et qui ne sont pas faites dans beaucoup de pays, notamment d'Afrique ou d'Asie. Christophe, l'engagement, parce que l'engagement, bon, moi, il se trouve que je fais de plus en plus de musique, donc pour moi, l'instrument qui me semble lié à cet engagement, ça s'appelle le pipeau. Oui, ou le financement, quand il existe quand même. Et il existe des financements d'aide au développement. Mais merci Christophe, peut-être cet enjeu international. Donc votre entreprise, pour parler d'elle, est implantée en Italie, mais effectivement, les enjeux sont plus larges. Ah ben moi je voulais parler des enjeux, parce que rappelons un petit peu ce que vous venez de dire. C'est que le meilleur scénario, on est dans le doublement. Et le moins bon scénario, potentiellement, dans le triplement. Donc il y a un point absolument fondamental quand on parle du fin des plastiques, c'est qu'on n'est pas du tout dans une idée de la fin des plastiques. Si vous regardez les courbes des plasturgistes, des producteurs de matières premières au niveau mondial, rappelons quand même qu'on est à 360 millions de tonnes de production au niveau mondial, et ça ne fait que croître. Et ça ne fait que croître parce que les pays en voie de développement, de toute façon, en demandent davantage. On parlait de la Chine. La Chine consomme énormément de plastique, mais la Chine, en même temps, réfléchit à comment gérer ces problèmes plastiques, notamment dans le sol. Parce qu'ils ont énormément de plastique dans le sol, et le plastique dans le sol, au bout d'un certain temps, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, ça colmate, et puis quand il pleut, l'eau ne passe plus. Et puis, quand on est en dévers, ça fait partir la bonne terre, mais malheureusement, il reste que des cailloux. Et donc, il y a énormément de problèmes des plastiques. Et donc, rappelons quand même que de toute façon, compte tenu de l'usage que l'on fait des plastiques, on est pour l'instant, en tout cas, loin du fin total des plastiques. Donc, rappelons qu'il y a deux choses. Souvent, on dit tout problème appelle une solution. Mais il y a une deuxième chose aussi, c'est que tout problème complexe n'a pas de solution simple. Et là, on est dans le problème complexe. Donc, il va falloir effectivement allier plusieurs types de solutions. Alors, on parlait du biodégradable, qui est une des solutions pour une petite partie du plastique. Oui, et puis sinon, il y a le recyclage. Mais n'oublions pas que le recyclage, ça signifie collecte. Et quand on parle effectivement des pays en voie de développement, la collecte, on en est loin. Hein. Oui. Et s'il n'y a pas de collecte, le recyclage, personne ne va pouvoir le faire. Oui. Dites-moi, il y a 5 fauteuils libres à l'Académie française. Vous voulez pas un? Ça, c'est un sujet complexe aussi. Vous parliez de feuilles, et moi aussi, je n'ai pas une production de feuilles suffisante. Ce que je regrette. Et donc là, n'oublions pas qu'il faut associer plusieurs types de solutions en fonction des usages et développer la collecte, et donc donner aux pays en voie de développement les moyens de faire cette collecte pour pouvoir identifier l'ensemble du flux, et ensuite l'orienter vers le recyclage. Et puis après, on a d'autres problèmes, c'est le problème financier. Parce qu'aujourd'hui, pourquoi on ne recycle pas tant? Tout simplement parce que souvent, le recyclage est plus cher que la matière première, et en plus de ça, de moins bonne qualité. Alors aujourd'hui, ce n'est pas le cas, parce que bon, le pétrole s'est envolé, donc a priori le recyclage est moins cher que la matière vierge. Mais c'est aussi quelque chose qui est à prendre en compte, parce que le système économique, si par hasard il n'y a pas à la fin quand même quelque chose qui permet de gagner de l'argent, et notamment pour les recycleurs, ils ne feront pas d'efforts. Bien sûr. Donc il faut vraiment associer plusieurs solutions, faire travailler au niveau de la collecte, au niveau du tri à la source. Ensuite, développer des solutions de recyclage qui soient viables, qui soient effectivement
développer de manière plus importante. Rappelons que ça fait 30 ans qu'on fait du recyclage en France, 30 ans que Éco-emballage est né avec l'ADEME, et qu'aujourd'hui, si je parle que de la France, on n'est pas les premiers d'Europe, hein, et c'est un euphémisme. Hein. Oui, on est même en dessous de la moyenne européenne du taux de recyclage, mais nous allons en parler, nous n'allons pas évidemment épuiser tous les sujets qui sont nombreux, et merci d'évoquer, c'est une bonne transition pour la suite de notre journée d'information, journée d'échange, journée de co-construction, peut-être de solutions autour des tables rondes et dans l'espace des stands de présentation des diverses activités. En tout cas, merci beaucoup à vous quatre ici présents. Merci à Simon Bernard de Lisbonne. On peut les applaudir tous les 5. Bon travaux, Simon Bernard à Lisbonne, et bon vent pour le changement de cap sur le plastique, et bravo pour votre action personnelle et collective avec votre ONG. Et puis, donc les tables rondes vont suivre dans la matinée sur sortir de la société plastique, mais aussi concrètement les réponses et les solutions de la science en ces domaines, notamment pour le recyclage et l'économie circulaire. Cet après-midi, enjeu très important aussi pour cette question. On est à votre disposition ici après cette séance plénière. J'ai été ravi d'animer cette plénière dans votre compagnie, et je vous dis bravo pour ce que vous faites et bravo pour ce que vous allez échanger comme information et comme bonne pratique. Merci beaucoup.